On a parlé de zones sensibles, de banlieues, de territoires perdus de la République. Bref, on a fait preuve d'une grande inventivité lexicale jusqu'à ce que l'on parle donc de Molenbeek. Une inventivité lexicale qui contraste avec une grande inertie politique. Alors pour en parler, nous sommes en compagnie de Mohamed Ali Hadraoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à Sciences Po et vous avez notamment publié Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé aux presses universitaires de France. Je suis en compagnie également de ma camarade Catherine Dutu de la rédaction. Mohamed Ali Hadraoui, lorsque l'on parle de Molenbeek à la française, qu'est-ce que ça suscite en vous ? C'est une formule politique dans la mesure où, après un certain nombre d'événements tragiques, comme on a pu le voir en France ces derniers mois ou en Belgique encore plus récemment, certains responsables politiques se sentent obligés de théoriser ce qui se passe, de proposer une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Monsieur le ministre a essayé de faire un parallèle, aussi pertinent ou impertinent selon le point de vue qu'on adopte soit-il. Je pense pour ma part que il y a bien évidemment des zones en France, des aires, des lieux, des localités où il y a un certain nombre de difficultés, il y a un cumul clairement, mais de là à en faire le terreau principal du passage à la violence, de ce qu'on appelle la radicalisation, je pense qu'il y a un monde que personnellement je ne me risquerais pas à traverser. C'est infiniment plus complexe à mes yeux. Pour étudier un petit peu ce genre de dynamique, on peut dire par exemple une chose de manière très empirique, c'est que les personnes, les petits groupes, et j'insiste sur l'élément petit groupe qui vont en Syrie aujourd'hui, en Irak ou ailleurs, ne le font pas parce qu'ils viennent d'un quartier particulier. Vous savez, souvent, quand on a un effet de sidération, quand on sait qu'il y a eu un attentat quelque part, les gens qui sont censés être proches des personnes qui sont passées à l'acte nous disent « mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient ». Donc l'effet quartier, à mon avis, le quartier n'est pas la bonne unité de compte ou l'unité d'analyse. C'est vraiment la fratrie, qu'elle soit symbolique ou biologique. Alors justement, si vous deviez retenir un ou plusieurs facteurs explicatifs, Mohamed Ali Hadraoui, que retiendriez-vous pour expliquer ce passage à l'acte, ou en tout cas cette radicalisation ? Parce que déjà, il faut distinguer deux choses, oui. Le processus de radicalisation et puis ensuite, une fois que l'on aura défini ce terme, voir comment cela peut se traduire dans un passage à l'acte. Alors, il y a deux questions. Le terme radicalisation en soi, à mon avis, n'est pas le plus pertinent, dans la mesure où, qu'est-ce qu'on appelle radicalisation ? En fait, on veut parler de... On veut essayer d'expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes passent à la violence. Mais en réalité, on se rend compte que leur imaginaire était déjà extrêmement antagonique par rapport au reste de la société, avant bien même de s'identifier à l'État islamique ou que sais-je. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pour répondre de manière plus précise, je pense que c'est une question d'imaginaire politique qui se traduit religieusement. Il y a peu de gens, au final, vous savez, qui étaient très bien insérés dans le tissu social, économique, politique, qui passent ensuite à la phase d'identification à l'État islamique, à Nusra ou à d'autres organisations. Il y a véritablement quelque chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la conséquence d'un certain nombre de phénomènes d'éloignement par rapport au reste de la société. Ce sont des crises personnelles. Et bien évidemment, il y a aussi la politique, puisque on fait souvent une réflexion, on dit que la coupure, par exemple, religieuse ou culturelle, peut expliquer la radicalisation politique. Oui, sauf que si vous allez en Inde, vous avez une division claire entre castes et il n'y a jamais eu d'attentat. Si vous allez dans certaines communautés religieuses, protestantes, catholiques, juives, bouddhistes ou autres, il y a un phénomène de coupure claire, il n'y a pas d'attentat pour autant. Donc c'est bien qu'il y a des raisons politiques. Catherine Dutu. Vous parlez de coupure avec la communauté citoyenne française. Est-ce qu'il y a également une coupure avec la communauté religieuse, ce qui viendrait peut-être contredire l'idée que le communautarisme fait le lit du terrorisme ? Mais le communautarisme est un terme qu'on ne définit jamais. Si vous voulez, c'est une figure imposée pour moi du débat public. Et comme on ne sait pas trop nommer le mal, et donc les gens qui sont censés générer ce mal, eh bien on invente un mot qui est le communautarisme. Alors, je rappelle une chose quand même, c'est que ces personnes, vous prenez Mohamed Merah, vous prenez Monsieur Baoud, vous prenez les frères Kouachi ou d'autres, ce sont des gens qui sont en rupture par rapport à tous les cercles dits traditionnels de socialisation. Leur famille. Quand on parle d'immigration, on peut également dire que l'angle de l'immigration est très peu pertinent au final parce que leur pays d'origine ne les reconnaissent pas non plus. D'ailleurs, je rappelle une chose, c'est intéressant. On ne l'a pas suffisamment noté. Quand ils meurent, par exemple, Monsieur Koulibaly, Monsieur Merah, même leur pays d'origine refuse de les enterrer. Donc, même le corps djihadiste n'appartient à personne, en fait. Ils sont en rupture, bien évidemment, par rapport aux institutions. Ils sont en rupture par rapport à un certain récit national. Donc, c'est plus une logique individualiste, voire hyper individualiste qu'une culture communautaire. Quand on est communautaire, voire communautariste, on cherche à ce que les gens se ressemblent de génération en génération. Or, s'ils étaient authentiquement communautaristes, ils ressembleraient à leurs parents.
Bonjour Antoine Jardin. Bonjour. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes ingénieur de recherche au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales et vous avez coécrit avec Gilles Kepel Terreur dans l'Hexagone, publié chez Gallimard. Votre terrain, c'est notamment la Seine-Saint-Denis et également le nord de la France. Antoine Jardin, lorsqu'on examine ces quartiers, on évoquait donc cette expression de Molenbeek à la française. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est une métaphore, c'est un parallèle audacieux ou alors c'est une formule politique complètement creuse? Mais le problème de l'expression Molenbeek à la française, c'est que c'est un double parallèle. Ce serait faire un parallèle sur des critères sociaux entre un quartier comme Molenbeek et des quartiers des villes françaises en termes de taux de chômage, taux de pauvreté, d'accès à l'emploi. Et ce serait implicitement dire que les processus d'implantation des cellules terroristes qu'on a trouvés à Molenbeek se retrouvent dans les quartiers français qui partagent les mêmes caractéristiques. Et c'est dans la double comparaison qu'on fait des raccourcis qui sont extrêmement problématiques. Premièrement, on peut dire qu'on a en France des quartiers qui ressemblent sociologiquement à ce qu'on observe à Molenbeek, mais ça ne veut pas dire du tout que dans tous les quartiers qui partagent ces caractéristiques, on va avoir la même implantation de réseaux comme ceux qui ont préparé les attentats du 13 novembre ou de la semaine dernière à Bruxelles. Donc je crois que c'est très important de dire attention, on peut comparer les quartiers d'une ville européenne à l'autre, mais il ne faut pas associer aux caractéristiques de ces quartiers le basculement vers des logiques de préparation de projets djihadistes. Catherine Dutu. Et en dehors de ces critères sociaux que vous évoquez, ce n'est pas une communauté religieuse qui a pu abriter les terroristes dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Ce sont plutôt des affinités entre pairs, entre anciens délinquants, entre proches dans le cercle amical, dans la famille? Bah, déjà, il faut bien voir une chose, c'est que il y a une hétérogénéité interne très forte dans ces quartiers. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas tous la même chose, n'ont pas tous la même religion, pas tous la même religion. Et même parmi les musulmans, il y a des différences politiques, traditionnelles, etc., extrêmement fortes. Donc, il ne faut pas homogénéiser la société dans ces quartiers en faisant comme s'il y avait une communauté intégrée qui l'occupait. Deuxièmement, quand on regarde le développement des groupes djihadistes, c'est davantage l'appartenance à un réseau d'individus et à des connexions qui sont basées sur des groupes de pairs, des groupes affinitaires, qui font que certains vont choisir de s'implanter ici plutôt que là, mais c'est pas une dynamique qui vient du quartier, c'est pas du quartier que naît le réseau, c'est des réseaux que naissent les implantations locales. Donc il y a une différence dans le sens de la causalité, à mon sens, qu'il faut mettre en avant pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que si on pense que tout part du quartier, on va développer des politiques publiques de lutte contre le terrorisme qui vont manquer leur cible, qui vont taper à côté des réseaux tels qu'ils se développent aujourd'hui. Dans l'expression de Molenbeek, c'est une expression assez polysémique, mais on voit aussi qu'il y a une dimension qui pointe du doigt une conception de l'islam, peut-être le salafisme, en tout cas une vision extrêmement rigoriste de l'islam. Est-ce que c'est cette vision qui est responsable, selon vous, Mohamed Ali Hadraoui, du basculement dans le terrorisme ? Alors, on peut se poser la question à deux niveaux, si vous voulez, au niveau très général, idéologique, et au niveau plus précis. Idéologiquement, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de précautions à mettre en avant, puisque le salafisme, c'est un mot au final qui veut dire assez peu de choses. Retourner à l'essence première de l'islam, celle des premiers siècles, ça veut dire beaucoup et peu de choses au final. Maintenant, sur un plan plus précis, très clairement, la réponse à votre question est non. Pourquoi ? Parce que bon, comme j'ai pu le faire, on a rencontré ce genre ces personnes, ces acteurs qui basculent dans le terrorisme. Aucun, très peu en tout cas, ne passe par les mouvements dits de l'islam militant ou politique, par exemple liés à l'univers des frères musulmans. Très peu passent ou ont été socialisés par le passé au sein de groupes dits quiétistes, qui sont encore majoritaires en France et par-delà la France dans de nombreux pays. Donc véritablement, il y a, je pense, une trajectoire, il y a un angle mort, si vous voulez. Je pense qu'on n'arrive pas à penser aujourd'hui ce qu'on appelle le djihadisme. C'est-à-dire djihadisme et terrorisme, ce sont deux choses qui sont relativement aujourd'hui intriquées, mais qui sont deux réalités différentes. On pourra y revenir si vous voulez. Or, les profils que nous avons aujourd'hui, par exemple français, Merah, Koulibaly, etc., ce sont des personnes qui ne sont pas déjà, connus pour une appétence avec les affaires religieuses avant même leur radicalisation, première chose. Ce ne sont pas des piliers de mosquée, ce ne sont pas des personnes qui sont engagées dans la vie cultuelle de leur coreligionnaires, et ce ne sont pas des personnes qui, même au sein du fondamentalisme, se sont signalées par plusieurs années d'apprentissage religieux, de socialisation au sein de mouvements comme le salafisme quiétiste, le tabligh ou les frères musulmans.
Mais alors justement, ça a donné lieu à un nouveau néologisme, Antoine Jardin. On a par exemple parlé de rien-à-voirisme pour moquer en quelque sorte l'idée qu'il n'y aurait rien à voir entre l'islam, une partie de l'islam et ces mouvements terroristes. Votre opinion à ce sujet? Déjà, je pense qu'il faut préciser une chose sur l'affaire des courants salafistes, c'est que les gens qui sont salafistes, ce ne sont pas des gens qui sont plus musulmans que les autres, mieux musulmans que les autres ou quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'on est très très religieux qu'on devient salafiste. La piété et le choix d'une orientation très très conservatrice dans sa foi, ce sont des choses assez différentes. Donc je pense que c'est déjà important de le distinguer. Deuxième enjeu, ce qui fait question dans l'affaire du lien au salafisme, c'est que le salafisme, parce que c'est un courant extrêmement traditionnel dans sa construction théorique, c'est-à-dire que c'est pas véritablement la tradition, c'est une réinvention d'une tradition, eh bien ce courant salafiste, il prône des ruptures politiques avec un grand nombre de comportements qu'on attend dans les sociétés occidentales, et notamment la question du rapport au vote et à la démocratie, qui est un élément de la disjonction. Ce qui ne veut pas dire du tout que ça amène mécaniquement à la violence. Ce sont deux choses complètement différentes. Mohamed Diadraoui. Alors, la question de savoir si, est-ce que ça a du avoirisme ou du rien-avoirisme, c'est exactement le genre de question qui, à mon avis, n'apporte rien au débat, si vous voulez. Expliquez-nous pourquoi. Ce sont exactement les faits. Que les acteurs croient ce qu'ils croient, si vous voulez, il n'y a pas de jugement normatif à avoir. La question, c'est qu'est-ce que ça produit en termes réels et en termes politiques. Est-ce que c'est fidèle ou pas à des enseignements religieux, si vous voulez? Je ne pense pas que ce soit l'angle principal aujourd'hui par lequel il faille aborder la question de la radicalisation. Maintenant, pour revenir au salafisme. Pardonnez-moi, mais je comprends pas pourquoi vous dites cela. C'est-à-dire, il peut y avoir, on peut considérer les acteurs. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira que son islam est plus pur que celui du voisin. Hein. Oui, bien sûr. Mais lorsque l'on parle de rien-à-voirisme, l'idée c'est qu'il y aurait, et je ne dis pas encore une fois que ce soit une hypothèse à retenir, mais en tout cas c'est une question qu'on peut se poser, elle est légitime en tant que telle, même si on y répond par la négative. On peut considérer qu'il y a un certain type d'enseignement de l'islam qui incite les individus à basculer dans le terrorisme. Oui et non, c'est-à-dire que vous avez une logique religieuse, vous avez des arguments religieux, vous avez une vision, vous avez des personnes qui vous expliquent que gagner le paradis passe par le fait de mettre à mort un certain nombre de concitoyens, et non parce que... beaucoup moins parce que cette logique religieuse s'insère dans quelque chose, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous allez voir par exemple un certain nombre de patriarches, des gens qui sont musulmans en France depuis, qui sont établis, qui sont parents, grands-parents, leur dire qu'ils vont gagner le paradis en allant se droguer au Captagone et parce que quelqu'un assis sur sa chaise en Syrie ou en Irak leur a expliqué que c'était le meilleur moyen de connaître Dieu, ça a assez peu au final de chances de réussir. Donc c'est bien des profils particuliers. Et donc cette radicalisation au sens religieux du terme ne peut se comprendre qu'en la resituant dans un imaginaire politique, social, culturel. Catherine Dutu. Est-ce que justement cette compréhension de la radicalisation, elle est suffisante selon vous par les politiques actuelles? Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? En fait, si vous voulez, je pense que il faut prendre, comme dirait le philosophe Edgar Morin, aujourd'hui les explications sont par définition dialogiques. Il faut avoir recours au plus large éventail possible. Autant je pense que ce qu'on appelle la relégation, la ghettoisation, quel que soit le sens qu'on donne à ce terme, le fait de mettre à l'écart certaines personnes économiquement, culturellement, territorialement, ne produit rien de bon. Il faut être sérieux. Maintenant, est-ce que c'est parce que nous avons ce phénomène de relégation à Molenbeek ou ailleurs? D'ailleurs, je rappelle que Molenbeek, c'est très large. Hein. Pour ceux qui sont allés à Molenbeek, c'est quand même un quartier ou une partie de la ville qui est quand même très ouverte. Vous avez de la musique, vous avez des créations d'entreprises, vous avez une vie sociale. Donc, réduire Molenbeek aujourd'hui, ou même les Molenbeek soi-disant français, à cette, facilité pour ce qui est du passage au radicalisme, c'est très réducteur. Donc je pense qu'il y a bien évidemment un volet politique, nous sommes d'accord, c'est-à-dire intégration au sens premier du terme, c'est-à-dire inclure les gens dans la cité, bien évidemment, mais ça passe par des politiques, c'est-à-dire une politique mémorielle, une politique bien évidemment sociale, une politique économique, une politique au sens diplomatique du terme, avec qui avons-nous travaillé ces dernières années, avec quel pays avons-nous noué des liens, est-ce que nous faisons tout pour... Vous pensez à quel pays en particulier? Par exemple, certains pays du Golfe, pour ne pas les citer, sur lesquels d'ailleurs il faut être extrêmement clair, il ne faut pas réduire l'Arabie Saoudite aujourd'hui au sponsoring du salafisme, c'est encore plus compliqué que ça. Mais il y a un volet clairement religieux, c'est-à-dire il y a des pays aujourd'hui qui ont aidé un certain nombre de groupes à s'implanter de par le monde. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous parlons de la politique de la ville, après cette comparaison hasardeuse, comparaison discutée entre des villes françaises et Molenbeek, ou en tout cas le symbole qui est devenu Molenbeek. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mohamed Ali Adraoui, qui est enseignant-chercheur à Sciences Po, qui a notamment publié Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé aux presses universitaires de France, et d'Antoine
Jardin, qui lui aussi enseigne à Sciences Po et qui est le co-auteur avec Gilles Kepel de Terreur dans l'Hexagone. Et puis nous sommes au téléphone avec François Pupponi. Bonjour. Bonjour. François Pupponi, vous êtes député maire de Sarcelles lorsqu'il y eut l'expression de Molenbeek à la française. Avez-vous considéré qu'il s'agissait d'un terme pertinent? Peut-on, par exemple, qualifier Sarcelles de Molenbeek à la française? Non, mais c'est pas ce qu'a dit forcément Patrick Caner. Il a dit qu'il y avait des Molenbeek en puissance en France. Et je pense qu'il a raison. Si nous n'y prenons pas garde, compte tenu de ce qui se passe dans ces quartiers, il peut se passer aussi des événements ailleurs, mais parlons de ces quartiers. Il y a un risque réel qu'effectivement, nous puissions un jour être assimilés et connaître ce qui s'est passé à Molenbeek. Mais nous l'avons déjà connu. Hein. Un certain nombre de jeunes de ces quartiers ont basculé dans le terrorisme, et ceux qui, en particulier à l'Hypercacher ou à Charlie Hebdo ou dans d'autres événements, ont participé à des actes terroristes sont pour la plupart des jeunes issus de ces quartiers et qui avaient été radicalisés. Donc il y a effectivement une potentialité, un terreau favorable qui fait que nous pouvons nous aussi connaître ce qui s'est passé à Molenbeek. Pourtant, Molenbeek, ça n'est pas très gentil pour vous, je veux dire vous, les élus, dans la mesure où l'expression de Molenbeek signifie qu'il y a eu aussi une passivité coupable des élus. C'est ce que vous pensez ? Aujourd'hui, j'ai bien compris que depuis quelques jours, les grands responsables de tout ça seraient les élus qui sont coupables de communautarisme, d'avoir passé des accords. Moi, j'invite tous ceux qui parlent, et souvent à partir de leur bureau, de venir dans ces quartiers et de prendre un peu notre place et de voir comment ça se passe. Quand vous avez une montée du communautarisme, quand vous avez une montée d'associations, quand vous avez des associations qui infiltrent ces territoires, les élus ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, ils font des erreurs, comme tout le monde, et il y en a eu, et il y en aura encore, mais ils font ce qu'ils peuvent devant un phénomène qui est en train de dépasser notre société. Alors, on peut maintenant taper sur les élus, considérer qu'ils sont responsables de tout, mais je pense que c'est un peu facile et un peu court comme explication. Il y a dans ces quartiers un certain nombre de basculements qui sont en train de s'opérer depuis des années. Nous les dénonçons, nous alertons tout le monde et nous essayons de faire ce que nous pouvons avec des réussites. Et il y en a beaucoup, et puis parfois avec des échecs. Mais on essaye justement de se mettre à votre place. Catherine Dutu, qui est à mes côtés, qui est une journaliste de la rédaction, a fait un reportage sur le terrain, et on entendait dire, par exemple, que le Coran était une solution utilisée pour que certains jeunes se tiennent tranquilles, qu'on avait en quelque sorte sous-traité le fait que l'on maintienne le calme aux salafistes ou aux frères musulmans. Est-ce que vous l'avez observé, ça, par exemple? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des endroits où ça arrive, mais en tout cas, je n'en suis pas informé. Moi, je vous dis comment ça se passe concrètement sur un certain nombre de villes que je connais bien. Un certain nombre de jeunes qui sont en situation de rupture, que nous n'arrivons plus à canaliser collectivement, l'ensemble des associations républicaines, sont un moment rattrapés par la religion. Et effectivement, moi, je constate dans ma ville que certains jeunes qui sont rattrapés par la religion ont ensuite une attitude différente. Ça, c'est une réalité. Alors, j'ai pas passé de deal avec l'imam du quartier en disant « moi, j'arrive pas à m'en occuper, vous vous en occupez ». Les choses se passent différemment. Mais oui, le fait religieux dans ces quartiers est une réalité. Un certain nombre de responsables religieux s'occupent des jeunes en difficulté, et souvent pour faire quelque chose de positif, et parfois ils y arrivent mieux que nous pouvons y arriver. Il faut le constater, il faut s'interroger, mais il faut le constater. Oui, moi j'ai vu un certain nombre de jeunes qui étaient ou délinquants ou proches de la délinquance, qui ont été, entre guillemets, pris en charge par des responsables religieux, et depuis qu'ils ont été pris en charge par des responsables religieux, ils ont changé d'attitude. C'est une réalité. Voilà, on peut dire oui, mais c'est pas normal, c'est pas bien de le reconnaître. C'est une réalité. Et ces jeunes, nous n'avions pas été collectivement, nous la société, capables d'éviter qu'ils basculent. Je le constate, et je n'ai répète pas passé utile. Mais le fait religieux étant extrêmement présent, oui, c'est une réalité que parfois la religion permet à ces jeunes d'avoir une autre attitude. Eh bien, Mohamed Ali Adraoui veut vous répondre, François Pupponi, vous qui êtes député maire de Sarcelles. Pas spécialement. Enfin, je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, c'est très compliqué puisqu'on voit encore une fois qu'il y a cette notion d'angle mort. On dit le religieux, sauf que le religieux, ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Si on veut parler du passage à la violence, il y a une quinzaine d'années, on se posait la question inverse.
Vous voyez, moi, mes data, après le 11 septembre 2001, la question qui taraudait tout le monde, c'était comment est-ce que des personnes avec un diplôme universitaire, plutôt bien insérées, plutôt d'une classe moyenne, qui jusqu'à avant le 11 septembre 2001 étaient plutôt en boîte de nuit qu'à la mosquée, comment est-ce que ces personnes peuvent, commettre les actes qu'elles avaient commises. On peut également se poser la question en faisant du comparatisme. La France, c'est très bien, le court-termisme, c'est très bien, mais il y a aussi du terrorisme ailleurs. Dans le Golfe, en Pakistan, on l'a vu, au Maghreb, dans d'autres pays. Donc, à chaque fois, vous pouvez très difficilement, si vous voulez tirer un portrait robot, un profil type. Si vous voyez par exemple le Boston, si vous voyez ce qui s'est passé dans d'autres pays, à chaque fois, vous pouvez difficilement généraliser. Pourtant, de manière extrêmement empirique, si on prend la liste des personnes qui sont passées à l'acte récemment en France, le portrait robot, il est facile à faire. On a affaire à des deuxième ou troisième générations. Deuxième. On a affaire à principalement, alors c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, des gens qui sont passés par la délinquance, par le gangstérisme. Bref, on a un portrait robot qui est quand même plutôt facile à faire. Alors, est-ce que c'est un hasard, Antoine Jardin, ou pas? C'est-à-dire qu'on peut faire du profiling si on cherche pas à comprendre. Mais si on veut comprendre les processus, ça sert à rien de chercher à identifier à grands traits à partir de quelques occurrences des caractéristiques prédictives qui seraient systématiques et nécessaires. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est la meilleure façon de pas saisir le processus tel qu'il se développe et de passer à côté de la cible. Je crois que ce qui est très important dans ce qu'a dit François Pupponi et avec lequel je pense que les choses posent problème, c'est qu'on peut pas mélanger les enjeux de délinquance, les enjeux de laïcité, les enjeux de groupes communautaires, les enjeux du religieux et les enjeux du terrorisme. Ce sont quand même des questions différentes. Et je crois que c'est assez inquiétant d'avoir des élus qui agglomèrent l'ensemble de ces questions en faisant comme si on passait systématiquement de la religiosité petit 1 à la délinquance petit 2, au terrorisme petit 3. Et je crois qu'en termes de développement des politiques publiques, il faut être vigilant dans les discours et vigilant dans les stratégies qui sont poursuivies. Et je crois que c'est quelque chose qui pose problème aujourd'hui parce que notre interprétation un peu naïve des choses nous amène à dire il se passe tout un tas de problèmes dans ces quartiers et tout ce tas de problèmes est mécaniquement associé, lié entre eux de façon mécanique. François Pupponi, votre réponse, vous qui êtes député maire de Sarcelles. Non, oui, ça fait longtemps que je suis plus naïf. Hein. Bon, moi je constate des événements dans nos quartiers. Voilà. J'essaie de me faire aider pour les comprendre parce que je ne peux pas tout comprendre tout seul et c'est normal. Et ensuite, j'essaie d'en tirer des conclusions et d'essayer de trouver des solutions. Ce que je constate, parce que là on parlait de ce qui se passait avec la déclaration de Patrick Kanner. Ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de jeunes, et je ne tire pas des conclusions hâtives, un certain nombre de jeunes de ces quartiers sont en train d'être approchés par des réseaux de radicalisation et ils se basculent petit à petit. Ça, je le constate. Voilà. Et donc devant ce constat, et je répète, la quasi-totalité des jeunes de ces quartiers ne basculent pas dans la radicalisation. Ceux qui commencent à fréquenter des mosquées ne deviennent pas des terroristes. Donc je sais tout ça. Mais on m'a posé des questions sur qu'est-ce que vous faites par rapport à la déclaration de Patrick Kanner et comment vous le constatez. Je constate qu'un certain nombre de jeunes qui étaient proches de la délinquance commencent à se radicaliser. Voilà. Ils sont clashés fiches S, ils sont suivis par les services de renseignement. On me dit qu'ils seraient potentiellement dangereux. Je répète, on me dit. Vous en avez beaucoup à Sarcelles, des jeunes qui sont fichés S? Une dizaine. Mais je répète, moi je ne le sais pas officiellement, si ce n'est parce que les services de renseignement ont la gentillesse de me prévenir parfois. Bon, parce que le maire n'est pas informé. Le maire n'a pas la liste des fiches S de sa commune. S'il est un peu sur le terrain, il voit bien qu'un certain nombre Antoine Jardin a l'air d'être surpris par ce que vous êtes en train de dire. Mais non, je trouve ça plutôt normal. C'est-à-dire que les services de renseignement, s'ils commencent à dire à tout le monde qui est surveillé, ça va pas fonctionner. Clairement, ça ne peut pas se penser comme ça. Ce n'est pas une critique. Je dis, voilà, quand on dit le maire, il sait. Et des fois, le maire rencontre quelqu'un dans la rue, il peut éventuellement l'embaucher sans savoir qu'il est fiche S. Il y a des fiches S qui travaillent aujourd'hui à Orly, à Roissy. Pourtant, en se disant qu'on nous a expliqué qu'Orly et Roissy était le lieu où on allait protéger. Il y a des fiches S qui travaillent à Roissy. Non, mais il y a une famille, par exemple, d'un jeune qui s'est radicalisé à Sevran, qui ont attaqué le maire de Sevran, donc en expliquant que celui-ci était responsable, en quelque sorte, de la radicalisation de leur enfant. Il paraît que nous sommes responsables, très bien. On m'a même dit sur un plateau de télé que si des gens étaient allés se faire tuer dans le djihad, c'était parce que les élus avaient organisé tout ça. Bon, très bien. Mais alors, partons du principe qu'on est responsable de tout, ça va rassurer tout le monde. Okay. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je constate. Oui, des jeunes se radicalisent, de plus en plus nombreux. Ils sont une infime minorité, quelques dizaines, mais ils se radicalisent. Et la question qui est posée à l'élu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'élu peut faire pour empêcher cela, pour éviter, pour essayer de juger. Donc nous, ce qu'on a proposé à Sarcelles, en ayant rencontré des spécialistes, enfin ceux que l'on considère être des spécialistes, c'est
comment peut-on mettre en œuvre une politique de prévention de la radicalisation? Alors, on essaye. Alors, je sais pas qu'on y arrivera, mais on essaye. Brice Couturier aimerait prendre la parole. Brice Couturier. Oui, quant au rapport entre la radicalisation religieuse et la délinquance, on a bien vu que ces terroristes sont souvent des jeunes issus des milieux de la délinquance. Et bizarrement, comme on l'a remarqué également, c'est des jeunes qui ne fréquentaient guère la mosquée, qui n'étaient pas connus pour une pratique religieuse particulière. Je me souviens aussi qu'en 2005, lors des émeutes de banlieue, on s'est félicité de la part de certains élus de la reprise en main de certains quartiers par des militants associatifs cultuels religieux. On disait, au moins avec les salafistes piétistes, on a la paix, il n'y a plus de violence, il y a beaucoup moins de délinquance. Je remarque une interview de Guylain Chevrier qui était parue il y a quelque temps dans le Figaro. Guylain Chevrier, c'est quelqu'un qui appartenait au comité à l'intégration. Il fait le rapprochement suivant entre délinquance et islamisation. Ces jeunes délinquants, déjà en conflit avec la République, peuvent être une proie facile pour les endoctrineurs qui utilisent l'argument selon lequel elle serait contre eux, la République, parce que contre leur religion et donc un ennemi légitime, transformant leur délinquance, difficulté sociale, en instrument de guerre religieuse. On voit bien qu'il y a un passage quand même entre la délinquance, les caïds, pour les appeler par leur nom, et puis l'endoctrinement religieux et la facilité à céder à cet endoctrinement. François Pupponi, député maire de Sarcelles, puis Mohamed Ali Hadraoui. Non mais effectivement, nous sommes attaqués par des réseaux qui ont déclaré la guerre à notre pays. Ils savent que dans certains quartiers, mais pas seulement dans ces quartiers, mais parlons de ces quartiers, il y a un certain nombre d'individus qu'ils peuvent récupérer, parce qu'ils ont des techniques pour les récupérer. Ces individus sont extrêmement violents, et on sait qu'ils sont violents parce qu'ils sont dans la délinquance. Ils savent qu'ils peuvent les récupérer pour les utiliser pour devenir des bombes humaines. Le scénario, malheureusement, il est écrit, il est limpide. Ils viennent dans ces quartiers recruter ceux qui vont devenir les gens qui vont passer à l'acte demain. Oui. Et c'est tellement évident que ça se passe comme cela. Je répète que tous les délinquants ne deviendront pas des terroristes, mais que certains qui sont pris en charge par ces raisons peuvent le devenir. Et c'est ça que Patrick Caner a voulu dire. Attention, voilà le processus, voilà comment ça se passe, et voilà comment on peut arriver à faire en sorte qu'il y ait aussi en France des Molenbeek. Donc quand il tire le signal d'alarme, il dit faisons, et on le fait, on a un certain nombre à essayer de le faire, faisons ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Voilà. Par contre, je répète, ce que je constate, c'est que des jeunes extrêmement violents, qui sont des délinquants, qui posent des problèmes dans ces quartiers depuis quelques années, lorsqu'ils sont pris en charge par ces réseaux, ont une attitude en apparence différente, c'est-à-dire qu'ils arrivent en apparence à les calmer, mais ensuite à les utiliser. Ça, je les constaté. Oui, c'est bien effectivement ce qui était souligné sur les études faites à Molenbeek. Votre réaction à cela, alors Mohamed je suis pas Ali nécessairement d'accord pour deux raisons en fait. Bon, il se trouve que heureusement pour moi ou malheureusement pour moi, j'ai travaillé sur le salafisme et sur les émeutes de 2005. Il se trouve que les émeutes de 2005 ont essayé, on a certaines personnes d'ailleurs en lien avec le pouvoir politique de l'époque, je pense notamment à monsieur Sarkozy, je pense également à l'Union des organisations islamiques de France, ont fait une fatwa, pseudo-fatwa, pour dire bon écoutez vous les jeunes, vous devez rentrer chez vous, c'est votre place et vous n'avez pas à embêter les gens. Genre l'efficacité de cette fatwa entre guillemets est assez nulle, on le sait encore aujourd'hui. Et deuxième élément, j'ai travaillé sur Clichy-sous-Bois-Montfermeil, vous n'avez pas de salafistes à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, vous avez un mouvement qui s'appelle le Tablir. Donc on peut pas tout mélanger. Aujourd'hui, je ne suis pas certain, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est une question de proportion. Alors certes, la relégation sociale, la fameuse ghettoisation ne produit pas du bien, nous sommes d'accord. Mais il y a aussi une question d'espace politique. Regardez encore une fois l'UOIF ou l'islam dit militant, ou l'islam dit proche des frères musulmans. Est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce qu'on doit considérer l'UOIF comme un acteur entre guillemets subversif, ou est-ce qu'on doit considérer l'UOIF comme un partenaire? Je rappelle que l'UOIF est au CFCM, au Conseil français du culte musulman. Je rappelle également que vous avez une classe moyenne non seulement musulmane, mais aussi islamiste. Vous avez des gens qui utilisent les méthodes du militantisme, l'associatif, qui s'intègrent dans des partis pour faire avancer leur vision des choses. Donc au final, il y a une question un élément qui à mon avis explique beaucoup de choses et on l'a pas suffisamment dit, c'est la frustration qui se politise. Je vais être extrêmement clair là-dessus. Il y a une demande sociale. Vous avez des gens qui demandent que les pouvoirs publics s'emparent de la question palestinienne, de l'islamophobie, que la laïcité ne soit pas transformée en un référentiel nécessairement identitariste et négatif. Une demande de politique mémorielle. Donc si l'espace politique n'est pas occupé, c'est-à-dire par des intellectuels, des responsables politiques, des républicains, elle ira voir ailleurs cette demande sociale et demande politique. Donc il faut absolument aujourd'hui canaliser ce genre de choses pour proposer quelque chose d'un peu mieux. François Pupponi, député maire de Sarcelles, une réaction. Moi, je n'ai pas parlé des salafistes et des musulmans. Je parle de réseaux terroristes. Je ne fais pas du tout la comparaison entre eux. Les organisations musulmanes de France et les mosquées dans les quartiers ne posent pas de problème.
Mais à côté de cela, il y a des réseaux terroristes qui infiltrent ces quartiers pour recruter dans nos quartiers. Moi, je parle que de ça. Je répète, pas question pour moi de stigmatiser la communauté musulmane. Je parle des réseaux terroristes qui viennent recruter dans nos quartiers. Ce qui s'est passé à Molenbeek. Et Patrick Kanner, et je confirme ce qu'il a dit simplement que cela peut arriver dans une centaine de quartiers, au moins en France, et il a raison. Après, sur le reste, oui, l'absence de débat politique, la non prise en compte d'un certain nombre de problématiques peuvent entraîner effectivement le fait que les jeunes se retournent vers autre chose. Et le retour du religieux, et pas seulement dans la communauté musulmane, c'est Sarcelles, c'est une forte communauté musulmane, une forte communauté juive, une forte communauté chaldéenne, chrétien d'Orient. Je peux vous dire que le retour du religieux, il concerne tout le monde. Catherine Dutu de la rédaction voudrait réagir. Nous parlons de radicalisation dans certains quartiers de banlieue française, dans certains immeubles, ça dépend de l'échelle. Qu'en est-il de tous ceux qui partent faire le djihad en Syrie et en Irak, qui sont issus de classes moyennes, qui sont issus de zones rurales? Que font les politiques par rapport à ces départs? Est-ce que ce n'est pas une question plus large de quête d'identité et de rapport fantasmé à un État islamique? Antoine Jardin. Mais déjà, le mot de radicalisation me semble assez mauvais parce qu'il mélange plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. On parle du fait de pratiquer d'une façon très conservatrice sa religion d'un côté, basculer dans la violence de l'autre. Faut pas tout mélanger et je crois qu'il faut l'abandonner ou faire autre chose avec ce terme. Je pense que sur les dynamiques qui poussent les gens à rejoindre l'État islamique, il faut être très précis sur les processus sociaux qui sont très compliqués aujourd'hui, qu'on peut pas résumer à quelques grands traits ou quelques grandes caractéristiques, qu'on parle des individus ou qu'on parle des quartiers. Et je crois que ce qui est important dans la façon dont fonctionne l'État islamique et son projet politique aujourd'hui, c'est que c'est évidemment du politique, mais du politique à support religieux. La légitimité vient du religieux. Et ça, c'est pas quelque chose qui existe uniquement dans les courants islamistes. Il y a plein de courants politiques dans l'histoire qui ont utilisé le religieux comme support. En France, on a eu la monarchie absolue de droit divin. Et donc, il y a des projets qui cherchent à mélanger l'ensemble des légitimités et ils vont recueillir certaines personnes sur la base de leur argumentaire politique, un argumentaire de vengeance, un projet nationaliste, etc. Et puis d'autres qui vont être sollicités, qui vont être entraînés par des bases religieuses. Et c'est le cas pour Daesh, mais il y a d'autres groupes islamistes qui sont à l'œuvre et qui cherchent aussi à recruter sur des vecteurs mélangeant politique et religieux. Mais il ne faut pas oublier que dans les quartiers populaires français, la participation politique majoritaire n'est pas du tout une participation politique islamiste. Il y a eu énormément d'inscriptions sur les listes électorales, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés voter aux 2 dernières élections présidentielles, et il y a eu énormément de candidatures au sein des partis traditionnels français aux dernières élections législatives. Donc il ne faut pas dire que la politisation des quartiers populaires, c'est une politisation islamiste. Mohamed Ali Adraoui. Votre question est à mon avis, très judicieuse. Je pense qu'il y a un élément extrêmement important, on a tendance à l'oublier, c'est que derrière les mots salafistes, islamistes, musulmans radicaux, etc., on oublie que l'antenne qui revient le plus souvent, c'est jeunes. Donc, et là, c'est le point commun. Qu'y a-t-il de point commun? Quelle est la similarité entre certaines personnes de Molenbeek, de quartiers français, de classes moyennes? C'est leur appartenance générationnelle. Donc, pour répondre à votre question, le fait qu'aujourd'hui on prise, par exemple, des thèses développées par l'État islamique, c'est qu'il y a un phénomène relativement classique de socialisation utopique. Et en cela, c'est l'inverse, encore une fois, du communautarisme, puisque c'est la thématique de l'avant-garde, en fait, qui est en jeu. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, pensent, qu'elles vont réaliser un grand dessein. Je mets un G majuscule et un D majuscule. À partir de là, ces personnes-là se voient, il y a une forme de désécularisation de leur imaginaire. Donc peut-être qu'il y a un certain nombre d'années, elles auraient évolué vers d'autres référentiels. Peut-être que dans 20-30 ans, ce sera autre chose. Mais aujourd'hui, il y a eu un tour de force réalisé par un certain nombre de mouvements de l'islam militant ou de l'islam radical. Qui est d'avoir imposé, si vous voulez, une forme de monopole de sens de l'histoire par rapport à une génération de jeunes aujourd'hui, en grande partie désœuvrés. Un mot de conclusion, François Pupponi, vous qui êtes député maire de Sarcelles. Écoutez, voilà, bon, le constat, on le connaît, les analyses, elles me paraissent tout à fait pertinentes et effectivement, elles sont faites. Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver des solutions. Qu'est-ce que l'on fait? Alors, on est au balbutiement, hein. Même si le phénomène existe dans ces quartiers depuis quelques années, ce sont les derniers événements qui ont un peu précipité la recherche de solutions. Et c'est ce que nous sommes quelques-uns à essayer de faire. Ce que je propose et moi ce que je demande, c'est qu'effectivement, il y ait un grand plan national. Ces quartiers sont confrontés à une nouvelle problématique. Non pas au constat. Le constat, on le connaît, et les causes, on les connaît, et le processus, on le connaît. Mais il y a un nouveau phénomène qui est celui, je m'excuse d'employer encore le terme de radicalisation, parce que ça arrive, il y a aussi des jeunes qui se radicalisent dans ces quartiers. Il y en a, je répète, aussi ailleurs, mais on reparle de ces quartiers. Et donc, effectivement, il faut rapidement essayer de mettre en place des solutions
pour éviter que ce phénomène prenne de l'ampleur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir complexifié en quelque sorte une question qui à l'origine était simple et dont on voit effectivement à quel point les contours sont compliqués à suivre. 8h39 sur France Culture.